Bonjour, nous sommes le mardi 4 mars 2025 et en guise d'introduction, je vais... il est un peu grand quand même mon chapeau. Je vais remercier tous les nouveaux abonnés et il y en a tous les jours qui arrivent en grande quantité. Donc je leur dis tous bienvenue et puis au fur et à mesure vous découvrirez cette chaîne et vous verrez si ça vous convient ou pas. C'est gratuit, il n'y a que les pubs, faut bien vivre, donc les pubs permettent de vivre et puis en plus vous pouvez partir quand vous voulez, donc c'est votre liberté, c'est bien. Tu peux t'abonner, te désabonner quand tu veux. Et on te demande même pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu peux même laisser un commentaire méchant si tu as envie. Vous voyez? Donc, c'est pas beau la vie. Donc non. Il s'agit d'avancer un peu sur le sujet qui nous importe. C'est-à-dire de garder un équilibre, de faire un constat, de faire l'inventaire de nos vies collectivement, parce que effectivement je parle de moi-même, mais pas exagérer, c'est quand même pas une psychothérapie. Quand je parle de moi-même, c'est par rapport à l'écho que ça produit chez les autres, parce que à partir du moment où quelqu'un parle de soi à travers un livre, à travers quelque soit une œuvre, et il y a une communion qui se fait, parce qu'on est reliés en fait. On est reliés par les mêmes sentiments, par les mêmes vies, par les mêmes expériences, les mêmes ressentis. Et c'est pour ça que des gens me rejoignent, parce que quand j'exprime avec sincérité, sans faire un jeu, sans faire la comédie, sans chercher à tronquer, simplement en exprimant simplement ce que je ressens, ça suffit. Les gens, la plupart des gens qui me rejoignent, c'est parce qu'ils ont plus ou moins le même ressenti que moi. Et donc le fait d'exprimer mon ressenti est pas un acte égoïste et personnel. C'est simplement une révélation de ce que nous sommes, nous, au fond, tous. Nous partageons un peu tous les mêmes choses. Enfin, quand je dis nous partageons, oui, en tous les cas, certaines personnes plus éveillées que les autres quand même, parce que les zombies, évidemment, ils vont pas venir dans cette chaîne, mais ceux qui ont un regard critique sur la vie, qui ont une faculté d'introspection, fatalement, quand ils m'écoutent, ils se disent, oui, mais moi, ça m'arrive de traverser ces moments d'optimisme, de pessimisme, d'espoir, de désespoir, etc. Et d'introspection, de questions existentielles. En réalité, c'est ça. Le but, c'est quand j'exprime, c'est pour qu'il y ait un écho, évidemment. Et l'écho, il est là parce que je le lis dans les témoignages. Dans les témoignages qui me sont donnés, il y a cet écho où les gens disent « je ressens la même chose que vous, je pourrais marcher à côté de vous et ça serait intéressant de vous accompagner, d'échanger » parce qu'en réalité, on partage parfois des sentiments proches. Vous savez, quand on passe par les épreuves de la vie, que nous tous nous connaissons, c'est les épreuves de la vie, c'est les séparations, c'est la vie affective, c'est les enfants, c'est les parents, c'est le décès, c'est la maladie, c'est plein de choses comme ça. Et ça, je dirais, c'est ni de droite ni de gauche pour le coup, c'est qu'on passe par les mêmes choses. Et donc, quand je parle de ces questions-là, sur le plan, quand j'exprime mon ressenti par rapport à un événement, je sais que ça va avoir un écho chez d'autres. Et que l'écho que ça produit est bon parce que ça désenclave la personne de sa solitude. Vous savez, il y a énormément de gens seuls qui m'écoutent. Écoutez, c'est simple, j'avais fait un sondage à Noël, c'était Noël, non, c'était le jour de l'an, c'était le réveillon du jour de l'an, où j'étais seul. J'ai demandé à mes abonnés qui était seul pour le réveillon du jour de l'an.
eh bien 50%, et j'ai eu quelque chose comme 6000 ou 7000 réponses, 50% étaient seuls. Vous voyez que c'est réel, qu'il y a une solitude. C'est normal, dans Mémoricide, Philippe de Villiers, que je suis en train de lire en ce moment, parce qu'une dame m'a gracieusement offert le livre, j'en profite au passage pour la remercier à nouveau. Je remercie aujourd'hui Michel, parce que dans ma boîte aux lettres, j'ai 2 livres sur le Bouddha, sur la religion bouddhiste, et je ne connais pas bien, donc je la remercie. Ça fera partie de mes livres de chevet, j'en ai pas mal, mais ça fera partie des livres de méditation que j'essaie d'entreprendre. Enfin, je consacre du temps à ces livres-là plutôt le matin. Le soir, je regarde plus des films ou séries qui m'intéressent, mais trop fatigué le soir pour lire. Mais le matin, non, je suis assez bien disposé pour un peu méditer, lire, enfin réfléchir. Puis ensuite, quelques petites vidéos sur l'actualité. Et ensuite, la balade. Vous voyez, la journée, elle se passe tous les jours comme ça. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. On va pas changer les choses, on va pas bouleverser les choses. C'est comme ça. Et donc, dans le Mémoricide, Philippe de Villiers, il dit qu'il y a grande solitude. Hein. C'est une société de solitaires. C'est une société qui individualise, qui sépare. Ça a commencé avec la télévision qui est rentrée dans les foyers, et puis ça s'est perpétué. La société moderne a provoqué et a entraîné cet isolement. Donc les gens sont isolés. Et donc je regarde YouTube, et donc ils regardent ma pauvre personne, et parfois ça leur fait d'avoir quelqu'un qui dit les choses simplement. Évidemment, j'ai pas un français j'ai pas un vocabulaire extrêmement riche, je m'en aperçois. Vous savez, quand je lis Patrick Buisson, quand je lis Philippe de Villiers, je dis ah bah c'est bien, j'apprends des mots nouveaux. Vous voyez, je rafraîchis un peu ma base de vocabulaire, que j'en ai bien besoin. Donc non, mon langage il est simple, il est accessible, et c'est pour ça aussi que les gens simples aiment bien m'entendre et m'écouter, parce que ça leur est accessible. Et malgré les fautes de français que je puisse faire, il y a beaucoup de clémence, parce que c'est de l'improvisation. Sinon, je ferais comme un youtubeur qui fait des montages, qui se reprend, qui fait un script et qui lit son script, etc. Non, ça m'intéresse pas. Donc, il faut savoir que de toute façon, quelles que soient les personnes, même ceux qui maîtrisent très bien le français, vous savez, quand vous improvisez, il y a toujours un mot qui fourche, vous avez toujours des problèmes. Vous pouvez vous tromper sur un mot, sur une expression, on peut faire des fautes de français. Mais c'est pas très important par rapport aux enjeux que nous vivons. Et donc dans cette chaîne, si vous voulez, il y a aussi la partie comme ça, il y a la partie, je dirais, détente, où on marche, comme si vous étiez à côté de moi, comme si il y a des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas bouger. Ben, les personnes handicapées qui sont là partagent avec moi ce chemin par l'esprit, et ça leur fait du bien, parce qu'il y a ils sentent qu'il y a chez moi une véritable sincérité, qu'il n'y a pas, je ne cherche pas à tromper et c'est pour ça que c'est pas la peine de me psychanalyser pour certains, parce que des fois il y en a qui se la jouent. Ah, François, vous faites une psychanalyse, tout ça. Non, allez pas chercher non plus dans tout ça. Je m'exprime par rapport à ce que je ressens, ayant, si vous voulez, je regarde toujours s'il y a du monde, ayant à l'esprit la nécessité de le faire par rapport à des gens qui sont comme moi, qui ressentent comme moi, qui ont besoin d'avoir une parole qui révèle un peu ce qu'elle pense. Elle dit, mais je ne suis pas seul finalement à penser comme ça. Finalement, les questions que je me pose ouvertement, je me les pose au moi. Et ça brise, d'une certaine manière, même si c'est virtuel, ça brise ce fameux isolement. Et la personne peut laisser un message, et dans la mesure de possible, je valide que si je l'ai lu ou pas. Il y en a beaucoup en ce moment, mais vous savez, c'est vrai que c'est difficile de lire tout, mais j'essaie dans la mesure du possible de prendre connaissance des messages, des commentaires, quoi.
Et donc, le fait que je m'exprime renvoie à la personne un écho qui elle-même est une forme comment dire, je cherche le mot, de consolation, de dire je suis seul, mais en fait je suis pas si seul que ça, puisque l'autre qui parle finalement parle comme je me parle moi intérieurement, comme se pose ouvertement ou exprime d'une manière ouverte les idées qui passent par ma tête, et donc je ne suis un peu moins seul parce que évidemment l'autre personne dit exactement ce que je ressens, et c'est dans ce but-là que j'exprime parfois des questions personnelles ou des questionnements sur la vie ou sur l'existence ou sur les éléments qui parfois nous troublent ou nous interrogent. Voilà. Je le précise parce que ça pourrait être mal interprété, cet exercice. Et donc le but c'est de survivre dans un contexte très difficile. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres époques où il y avait d'autres obstacles, mais la particularité de notre monde, la particularité de notre monde, c'est que ça devient sec, ça devient très sec humainement. Vous n'êtes plus porté par la communauté, vous n'êtes plus porté par le social, la communauté sociale. Vous êtes seul et vous êtes très isolés tous dans votre coin, dans votre vie, et vous bataillez en général par rapport à votre entourage, les gens qui pensent pas comme vous. C'est très compliqué de se retrouver en bonne compagnie, très difficile. Et donc, dans ce contexte-là, tant qu'on est encore en bonne santé, ça va, mais aussitôt qu'on a des problèmes de santé, ça rend encore plus difficile la vie, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de soigner. On est dans un désert médical et c'est très compliqué de faire confiance aux médecins, de soigner tout ça. Et puis, les arbitrages qu'on doit faire pour sa santé, des fois on peut se tromper de médecin, on peut se tromper de thérapie, on ne sait pas. Et c'est vrai que comme on n'a pas trop comme on est souvent confronté seul à ces questions-là, on peut c'est pas facile, on peut se tromper. Le contexte de notre société rend, si vous voulez, la vie assez difficile en ce moment, parce que d'une part, les ingrédients, le manque de transcendance nous a plongé dans un environnement matériel où les valeurs humaines tendent à disparaître. Effectivement, il y a plus de communautés. Je vois, avant il y avait des communautés religieuses. On passait, je sais pas, on voyait des sœurs. On passait peut-être parfois au monastère ou en couvent. On allait se recueillir un peu. Vous voyez, il y avait une vie. Il y avait la présence d'une transcendance dans nos vies. Il y avait le curé qui passait, il y avait la paroisse, il y avait un enterrement. Il n'y a plus tout ça. Il y avait des mariages. On voit plus tout ça dans nos campagnes. C'est fini. C'est la mort. Nos campagnes sont mortes. Mortes. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Et ce vide, vous voyez, dans mes campagnes, là, on est pourtant sur un GR, il pourrait y avoir des gens je suis sûr qu'il y a plein de retraités, plein de gens qui sont inoccupés, qui sont pas là. Pourtant, ce chemin que j'emprunte, vous voyez, souvent je suis seul. Hein. C'est pas mal, moi j'aime bien. Il y aurait du monde, ça me gênerait un peu. J'aime bien, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Après, dans un chemin comme ça, vous croisez une personne, vous discutez un peu, vous êtes content, vous avez fait un échange, tout ça. Vous apprenez peut-être quelque chose, vous avez besoin d'un artisan que vous trouvez pas, la personne peut-être que vous allez rencontrer va vous donner une adresse. C'était comme ça la vie. Aujourd'hui, il y a les réseaux, tout le monde va sur Facebook, on cherche pour trouver un artisan, pour trouver quelqu'un de confiance. Vous voyez,
on passe maintenant par Internet parce que dans la vie concrète, il y a plus ces échanges, il y a plus ces... Puis il y a une forme d'hostilité, même parfois. Les gens sont méfiants, sont développés une forme d'hostilité naturelle, parce que peut-être certains se sont fait avoir, certains ont été déçus, et donc donc il n'y a plus cet allant confiant vers l'autre. Ça s'est perdu aussi. Et ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de nuisances aussi qui ont été faites par des gens qui sont parasites, qui exagèrent, qui profitent, qui se comportent mal. Dans la société, vous avez aussi tellement de personnes qui se sont mal comportées que ça vous induit à être plus prudent, plus méfiant, à être plus sélectif. C'est normal. Mais tout ça contribue à une forme de société aride sur le plan humain, et ça pèse sur les consciences, je dirais. Alors évidemment, le déclin que nous vivons n'aide pas non plus. C'est pour ça que on essaie de tracer des perspectives qui seraient des moyens de comment survivre dans un monde qui devient finalement très hostile, où même les opinions, les idées sont faussées, la propagande, les fausses explications, les mensonges, tout ça brouille les esprits. Et on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Dans une telle confusion, on est perdu. Et en plus, quand vous avez quelques relations sociales, c'est souvent pour dire des banalités, parce que aussitôt que vous attaquez les gens sur le fond des problèmes, vous voyez qu'il y a vite un désaccord. Pourquoi il y a un désaccord? Parce que tout le monde est complètement lobotomisé par la propagande d'État. Et les chaînes publiques sont les relais de la propagande, et ça aide pas non plus à comprendre. Évidemment, les gens sont complètement intoxiqués par ces médias, et ils n'ont plus de discernement, ils se laissent manipuler. Et on en arrive à des situations comme pendant la crise sanitaire, où les gens s'empoisonnent, avec délectation. C'est ça qui est fou. Ah, il y a des travaux là, je vois que ça bricole. Pas ce qui se passe. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, et puis je vous dis, on essaie de... Évidemment, on a un esprit critique sur tout ce qui nous arrive, mais vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire de positif? Qu'est-ce qu'on pourrait... Écoutez, pour l'instant, c'est de créer une forme de réseau, de se contenter déjà d'avoir un réseau. À travers cette chaîne, vous avez... il coupe les haies. Un tracteur qui vient un peu nettoyer les haies, là. Évidemment, quand je lis le livre Mémoricide de Philippe de Villiers, il évoque avec un esprit global, et il évoque la difficulté que nous vivons actuellement, c'est-à-dire celle de perdre notre mémoire, de perdre nos vieilles coutumes, de tout perdre en fait, et de se retrouver comme des êtres évanescents, sans racines. Il en parle, et il fait le constat, donc il fait des parallèles avec effectivement son enfance, ce qu'il a vécu, et puis la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que en lisant ce livre, je me disais, c'est vrai qu'en réalité, ce monde est en train de mourir. Notre monde est en train de mourir.
tout le monde est derrière son écran, les jeunes sont derrière leur écran. Il n'y a plus de vie, comme je vous disais, dans nos campagnes, il n'y a plus rien. Avant, il y avait encore des fois des repas, des choses, mais moi je voyais des randonneurs aussi des fois. Il n'y a plus de randonneurs, c'est marrant d'ailleurs, qui passaient par là. En réalité, il y a quelque chose qui disparaît. Un peu comme pendant le Covid, où il n'y avait plus aucune vie. C'est très particulier. Et donc, chacun vague peut-être à ses occupations, mais quelles sont les occupations? Je vous assure, c'est très très bizarre. Très très bizarre. Et Philippe de Villiers le note dans son livre. Il le voit, ça. Il l'analyse d'une manière intéressante. Et je suis d'accord avec lui. Alors je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? À chaque fois, je me dis, mais quelle initiative pourrait-on... Alors je me dis, des fois, bon, c'est vrai qu'à travers cette chaîne, il y a un état d'esprit. À travers les messages que laissent les gens, tout ça. Il y a des gens de qualité, des gens qui sont dans la spiritualité, des gens qui sont branchés aussi, qui ont une forme de verticalité. Alors ça donne de la consistance, ça donne de l'épaisseur, ça donne une âme à ce qui nous relie. Et ça, c'est important. Vous voyez, c'est l'amorce de quelque chose, c'est l'amorce d'une forme de convivialité simple, sans intention particulière, côté bon enfant, côté convivial, comme ça. Et ça, c'est bien, déjà, d'avoir ce lien-là. Évidemment, ce lien, il est lié à cette chaîne, qui du jour au lendemain peut être supprimée, peut être censurée. C'est le risque. Quand on va trop loin, quand on s'exprime trop fort sur certains angles de la politique ou de l'actualité. C'est un peu le risque. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du jeu aussi. On doit prendre des risques. On doit toujours, de toute façon, risquer. Si on risque pas, on n'a rien, on n'obtient rien et on ne fait rien. Donc cette vie, on ne peut pas la vivre sans prendre de risques. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Ah, c'est très français de ne pas vouloir prendre de risques. Ça, je sais, c'est très très français. On déteste les risques. Contrairement aux États-Unis, aux Américains qui, eux, prennent des risques tout le temps. C'est dans leur ADN de prendre des risques. C'est ce qui les rend puissants. Mais nous, on est timorés. On ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas s'exposer. On ne veut pas trop se mouiller. Je sais, je connais le tempérament français pour ça. Et c'est normal d'être prudent. Mais nous, c'est un excès de prudence. Et à un moment donné, il faut se risquer un peu. Je l'ai bien vu, je l'ai bien noté, ça. C'est pour ça que, vous voyez, je m'enflamme pas au niveau des projets ou des initiatives à prendre. Je m'enflamme pas parce que je vois bien la limite, aujourd'hui encore, la limite qu'imposent pour l'instant, il y a une limite à ce qu'on s'engage dans quelque chose qui serait concret, qui serait un projet plus matériel, réalisable. J'y pense, hein, vous savez, j'y pense. Je me dis, mais il y a peut-être quelque chose quand même à faire. Il y a peut-être quand même, comme on est plusieurs à ressentir, à penser, à analyser les choses de la même manière, à avoir cette attente intérieure aussi, cette qualité particulière de respect, d'approche du mystère aussi qui nous entoure. Il y a cette qualité-là parmi mes abonnés, mes auditeurs, tout ça. Et je me dis, comment faire pour passer à l'étape suivante? Comment faire pour essayer de construire quelque chose qui nous rapprocherait physiquement, qui pourrait nous donner, vous voyez, qui donnait de la consistance à ça. Parce que pour l'instant, quand on est que dans le virtuel, c'est bien, c'est l'amorçage, mais ça suffit pas. Il y a un moment donné,
il y a un moment donné, il faut incarner les choses. Il faut les asseoir, il faut les matérialiser. Et j'en suis pas là parce que je sais qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas encore le facteur déclencheur pour réaliser ce que je pense qu'on devrait réaliser. Il n'y a pas le facteur déclencheur. J'ai pris 2 ou 3 initiatives pour réunir des gens, pour concrétiser quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, tiens, tu vas trop vite en besogne. Tu vas trop vite en besogne, ça veut dire que il n'y a pas encore la demande, il n'y a pas encore la nécessité, il n'y a pas l'engagement nécessaire. Et ça, c'est intéressant comme constat. Parce que j'ai essayé de matérialiser quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et souvent, comme ça m'est arrivé dans d'autres initiatives commerciales où j'ai essayé d'entreprendre un business ou un truc pour s'associer et développer un petit business. Et au début, oui, il y a de l'entrain et progressivement, puisque il y a des contraintes, il y a des obligations, ben les gens se détachent, se lassent. Et finalement, il faut qu'il y ait un moteur. Et si le moteur, donc, on a marre d'être le moteur, ben il n'y a plus personne qui se mobilise. Et après, il faut rappeler, il faut dire, ah ben voilà. Et c'est compliqué. Oh, vous savez, c'est pas facile c'est pour ça, c'est pas évident d'entraîner avec soi le peuple, une population, je dirais. C'est compliqué, hein. À chaque fois que vous voulez concrétiser, j'avais proposé une fois de se retrouver un samedi près d'ici. Ça s'appelle un jardin qui s'appelle je sais plus le nom, le coin du jour, je sais plus. Enfin bref, un lieu assez joli, assez intéressant. Et il y avait un salon de thé, donc je pensais je me disais, il y a peut-être une possibilité d'organiser une rencontre pour une journée. Et j'avais envoyé, comme j'avais pas mal de personnes que j'avais contactées, j'avais contacté 200 personnes, il y en a que 5 qui ont répondu positivement. Ça veut dire que il n'y a pas, il n'y a pas l'attrait, il n'y a pas le besoin. Alors à chaque fois, chacun trouve évidemment, je peux pas me déplacer, c'est trop loin, j'ai pas d'argent, enfin, bref, tous les commentaires toutes les excuses sont bonnes pour comment dire, pour refuser, en tous les cas, pour se dédouaner de ne pas participer à cette opération-là. J'ai dit, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça sert à rien. C'est pas la peine que je me fatigue, vous voyez, c'est que je prenne ça sert à rien. Je me dédie, et ça, c'était quand j'avais très peu d'abonnés, hein. J'en étais peut-être à 15-20 000. Donc, vous voyez, c'était trop tôt, ou c'était pas le moment, et il faut pas non plus s'en faire, vous savez. C'est pas nous qui décidons de ces choses-là. En même temps, je me dis, c'est la Providence qui doit choisir. Si à un moment, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fera pas. Mais j'ai toujours au fond de moi, j'ai toujours ce besoin d'aller plus loin, de construire, d'essayer de réaliser quelque chose avec la participation de plusieurs personnes qui partagent le même état d'esprit. Ça ne veut pas dire partager la même religion. Partager le même état d'esprit, ça n'a rien à voir avec la religion. Non, c'est différent. C'est partager des gens qui sont aptes à se mobiliser pour reconstruire une forme de communauté qui soit fraternelle, si vous voulez. Et ça, c'est très difficile parce que vous tombez dans la secte, la gouroutisation,
il faut un leader, il y a les rivalités, il y a les adeptes, il y a le manque d'esprit critique peut-être aussi. C'est très compliqué à réaliser ce genre de choses quand on veut organiser un mouvement qui soit équilibré. Très difficile. Donc peut-être que ça ne verra pas le jour, peut-être que tout cela. J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo aussi. J'avais déjà évoqué cette idée de rencontre, une forme de fraternisation plus matérielle, plus concrète. Et de toute façon, pour l'instant, je suis pas inspiré dans ce sens-là. J'arrive pas à matérialiser, j'arrive pas à élaborer à quoi ça pourrait ressembler, comment faire. Alors des fois je me dis un lieu, là il y a Sébastien Béraud qui a présenté une dame qui a une ferme dans Lozère. Je vais laisser un message, je sais pas s'il répondra, parce qu'aujourd'hui vous laissez des messages, ça répond pas toujours, tout ça. Je dis bah oui, est-ce que ce lieu conviendrait? Peut-être que, je me dis c'est une ferme, peut-être qu'on pourrait se retrouver un week-end dans un lieu comme ça, où les prix sont très abordables. Peut-être, je me dis peut-être que ça pourrait être là aussi une forme d'amorçage de peut-être une dizaine ou une vingtaine de personnes qui se retrouveraient, de couples, qui se retrouveraient dans un lieu privilégié à la campagne pour partager un moment, échanger et puis voir ce qu'il en sort. Pourquoi pas? Ça fait partie des hypothèses que j'envisage, vous voyez, mais je suis pas pressé non plus, je suis pas, vous voyez, je suis pas... C'est toujours pareil, c'est dans ces histoires de concrétiser, de matérialiser quelque chose qui comme un enfantement, vous voyez, c'est bien là, il y a la gestation, puis ensuite vous enfantez de quelque chose de concret. Et la chaîne, c'est une forme de gestation, mais j'aimerais que ça aboutisse à quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que si on fait rien, si on ne se mobilise pas vraiment entre nous, on va subir et on va ruminer dans notre coin. Alors ça va un temps, mais on peut pas passer notre vie à ruminer et à être offusqué de tout. À un moment donné, il faut bien agir, il faut bien se mobiliser, il faut bien trouver des moyens il faut bien en tous les cas s'organiser et organiser quelque chose par rapport aux menaces qui sont latentes et qui finiront par nous atteindre tous séparément. Si on n'a pas compris qu'il fallait s'unir et collaborer ensemble pour obtenir, pour se protéger et pour organiser une forme de résistance, et si on n'a pas compris ça, on est foutu, hein. C'est pour ça que vous avez des gars. Alors qu'est-ce que font les leaders? Alors, les seuls leaders qui sont proches de nous, c'est Filippo et Asselineau. Asselineau, il a son studio, il fait ses vues et il fait des conférences. Alors, les gens le trouvent super intéressant, tout ça, et bien sûr que c'est un très bon conférencier, et bien sûr qu'on apprend beaucoup de choses, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Rien. Il a aucun poids. Il a aucun poids. Il a beau avoir 10 millions de vues, il peut avoir je ne sais combien de vues sur YouTube, mais ça c'est rien. Ça n'a pas de poids. Ça n'a absolument aucun poids. Asselineau, il a rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à se constituer un groupe capable de faire poids dans la société. Et si vous n'arrivez pas à faire poids, vous allez érupter comme ça des heures et des heures devant des millions de spectateurs sans que rien ne bouge. Et ça, c'est pas bon. Il faut à un moment donné concrétiser, matérialiser les choses pour que cette force prenne racine et quelque chose se passe. Mais pour ça, il faut avoir l'idée de le faire. Et je ne pense pas qu'Asselineau a l'idée de créer quelque chose. Tout tourne autour de sa personne égotique et il est incapable d'envisager une chose comme ça. Filippo, plus. Filippo, il peut plus, parce que lui, il matérialise
C'est aidé par un mouvement de manifestation à Paris régulier. C'est-à-dire qu'il y a souvent, il organise, alors il a son staff, il a un staff qui collabore avec lui, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas travailler seul. Donc il a un staff qu'il est obligé de rémunérer, d'où l'histoire de faire tourner quand même sa boutique. Il faut faire tourner les donations, les membres doivent payer une cotisation, tout ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites tourner un mouvement comme ça, vous avez des salariés, vous avez un service d'ordre, vous avez un camion à payer, vous avez des frais, et il y a beaucoup de bénévoles aussi. Hein. Donc là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, discutent entre eux, et ressortent de cette manifestation un peu renforcés, épaulés, parce que c'est ce qui s'est passé surtout pendant la crise du Covid. Beaucoup sont allés vers Philippot, parce que c'était un des seuls à organiser une résistance physique, à physiquement se manifester. Donc les gens sont allés le retrouver pour obtenir une forme de soutien. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, hein. Il y a un ami qui m'a dit, Philippot nous a beaucoup aidés pendant la crise sanitaire. Parce que on avait besoin de matérialiser notre angoisse, on avait besoin de matérialiser notre frustration de subir cette campagne qui consistait à nous obliger à nous vacciner, plus le pass sanitaire, et Philippot était le seul à proposer ça. Donc il y a eu beaucoup de monde aux manifestations de Philippot pendant cette crise sanitaire, où les gens avaient besoin de se retrouver, de se conforter humainement, psychologiquement, c'était important. Et puis, ensuite, il faut redynamiser ce type-là avec d'autres sujets. Donc là, il repart, non à la guerre, et il fait des manifs, non à la guerre. Mais ça mobilise pas les gens comme le crise sanitaire a mobilisé les gens. Parce que les gens, à la guerre, n'y croient pas trop. Tandis que la vaccination, il commençait vraiment à avoir les jetons, d'être obligé de se faire vacciner. Donc il a eu sa période de succès, mais ça c'est dans le temps. Alors son parti existe toujours, ses manifestations il y en a toujours, mais vous voyez que elle s'effiloche de plus en plus. Il y a de moins en moins de manifs, il y a de moins en moins de monde aux manifs. C'est très clairsemé quand on voit les manifs, et il fait ce qu'il peut, mais peut-être qu'il n'a pas non plus. Et c'est peut-être pas le moment non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas critiquer. Il fait pas tout, il fait ce qu'il peut. Hein. Et puis si les gens viennent plus, c'est dur aussi d'aller de la banlieue à Paris. On en a marre, c'est compliqué. C'est pas pour rien qu'ils empêchent les gens de venir, parce que on peut plus se garer, on peut plus se bouger, les transports c'est compliqué. Donc c'est tout un travail ça coûte cher d'aller à Paris. Donc ça aussi, ça limite aussi le fait de bon bah oui, mais il n'y a pas le choix, il faut faire les manifs à Paris, il n'y a pas le choix, mais c'est vrai que ça limite. Ça limite parce que ça coûte cher et que finalement ça réunit que des Parisiens qui sont là sur place, qui peuvent y aller. Les autres en banlieue, bah, c'est trop chiant quoi. Non, géographiquement, c'est pas évident de mobiliser les gens. On voit bien les faire bouger dans un endroit, dans un autre. Maintenant, tout coûte cher aussi. Il faut dire que tout coûte très cher. Les déplacements, le logement, tout ça, ça fait un billet de 300, 400 euros pour un week-end. Ça fait cher, ça fait cher. Ça, je comprends aussi. Ben, vous savez, c'est le fait d'appauvrir la population, ça la rend plus fragile, hein, et les gens peuvent moins se mobiliser quand ils ont moins de moyens, c'est clair aussi. Donc c'est le but de l'État d'appauvrir aussi la population de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'organiser justement pour faire des manifs et se produire dans certains endroits pour justement exister. Ça aussi, ça fait partie du plan. Alors, à part Asselineau, Philippot, comme je vous disais, bah, on n'a pas beaucoup de monde, hein. À part les autres, le Rassemblement national, ça donne rien. Ces mouvements, c'est de la politique. C'est de la politique. Après, ça n'apporte rien. Je l'ai vu. On peut rien faire avec ça. Rien. Et là, c'est bon pour tous les politiques, hein, quels qu'ils soient. Non, moi, je parle d'un projet qui serait comme le Puy du Fou, si vous voulez, comme ce que De Villiers a fait avec le Puy du Fou, mais on n'a pas besoin d'un parc d'attractions.
On n'en est plus là. C'est très bien ce qu'il a fait, c'est fédérateur. Ça a permis à des gens de se réaliser à travers un projet qui les a certainement épanouis, dans lesquels ils ont pu revisiter leur histoire, etc. Puis ça crée une ambiance, ça crée de l'activité économique. Tout cela est très très bien. Mais aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Pourquoi? Parce que il y a une, si vous voulez, il y a une menace existentielle globale qui nous touche tous. Alors, certes, on n'est pas éternel sur cette terre et c'est un peu normal que, d'une certaine manière, si on capitule, si on doit mourir, on meurt. C'est comme ça. C'est après tout, sans aide et sans aide, je dirais même du ciel, si on peut parler comme ça, soi-même on peut rien faire, on est démuni. Mais si il y a s'il y a une instance quelque part qui nous pousse à fédérer et à construire quelque chose qui se concrétise, eh bien les éléments providentiels verront jour. C'est-à-dire il y aura, et ça je l'ai vu dans ma vie, hein. Moi j'ai comme ça que j'ai fonctionné. Des fois j'ai une attente, j'ai une perception des choses, et puis progressivement ça prend forme. Mais je ne choisis pas le moment, je ne choisis pas l'endroit, et je ne choisis pas le lieu, je ne choisis pas la structure ni la manière dont ça doit se passer. Mais au fond de moi, il y a cette attente, il y a cet espoir, il y a cette comment dire, il y a ce projet qui dort en moi, qui est en moi. Mais je me dis, mais c'est très orgueilleux de parler comme ça, mais c'est comme ça, et je pense je pense que d'autres ont aussi au fond d'eux le besoin de quelque chose, le besoin d'une concrétisation, le besoin d'une matérialisation de quelque chose qu'on produit. Et donc on passe de la critique qui est un peu négative à un projet qu'on peut réaliser, qui est positif. Parce que là, du coup, on réalise, on produit, et on se laisse conduire par quelque chose qui nous dépasse, parce que on le fait pas pour nous. On peut pas faire pour nous, étant donné qu'on sait qu'on n'est que de passage dans ce monde, qu'on est là que comme ça, pour passer. Mais ça a peut-être un sens dans ce passage, dans cette réalité, dans cette dimension, ça a peut-être un sens de réaliser, de construire et de fabriquer quelque chose qui soit imparfait. Et c'est ça qui doit nous guider, c'est l'imperfection. Moi, vous savez, je m'aperçois, les gens qui sont trop exigeants ou qui sont pointus, je cherche le mot. Vous savez, on dit quelqu'un, il est perfectionniste, voilà. Quelqu'un qui est trop perfectionniste aura beaucoup de mal à réaliser parce qu'il n'accepte pas l'imperfection de ce monde. C'est le problème des gens qui sont perfectionnistes. Et moi, je ne suis pas perfectionniste du tout. C'est-à-dire, je fais avec des briques et de brocs, j'aime bien construire, de me lancer avec les moyens du bord. J'adore ça. J'aime pas, parce que je me dis, si tu attends la perfection, tu peux attendre toute ta vie, tu feras rien. Et c'est les gens, vous savez, qui sont dans la religion, qui voulaient être des saints, mais en fait, ils sont jamais saints. Parce qu'ils veulent aboutir à la sainteté et refusent l'imperfection, leur propre imperfection. Et vous êtes bloqués quand c'est comme ça. Et c'est pour ça que se projeter dans une réalisation qui serait parfaite, c'est le meilleur moyen d'être paralysé dans notre vie. Et le pire, c'est que notre corps est capable de somatiser pour justifier notre paralysie. Le corps est capable d'inventer des maladies pour nous donner un prétexte de ne pas avancer. Parce que notre barre, on met la barre trop haut. Et c'est un écueil courant que je vois chez des gens très bien intentionnés, des gens qui ont des qualités énormes. Mais
ce qui les empêche de réaliser ou d'aboutir à quelque chose, c'est qu'ils mettent la barre tellement haut qu'ils n'arrivent pas à avoir ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau pour s'engager dans une chose et la matérialiser. Et ils sont toujours dans la spéculation du projet, ils sont toujours en train de parler du projet qui ne verra jamais le jour parce que ce monde a une particularité, c'est qu'il est imparfait, à nos yeux en tout cas. Nous, on a une idée de la perfection qui n'est pas humaine. On a un concept de perfection qui n'est pas de cette réalité-là. La réalité dans laquelle on est, elle est imparfaite. Notre corps est imparfait. Notre mental est imparfait. Notre intelligence est imparfaite. Nous sommes des êtres imparfaits. Et moi, je me méfie énormément des projets qui te présentent un concept qui serait parfait. Ça n'existe pas. Et à partir du moment où on accepte notre imperfection, à partir du moment où on accepte l'imperfection du projet, à partir du moment où on accepte de s'engager malgré l'imperfection et les imperfections qu'il y aura, eh bien, c'est comme ça qu'on avance dans cette réalité dans laquelle nous sommes. Je ne vous parle pas d'une autre réalité. Pour l'instant, moi, je ne voyage pas dans d'autres mondes. J'ai pas d'expérience paranormale qui me permette de passer dans un vortex et de passer dans une autre réalité. Je n'ai pas, moi, en tous les cas, je ne dénie pas, et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai vécu que dans ce monde-là, dans cette dimension-là. Je suis coincé là-dedans, dans cette dimension, pour un temps. Et je me dis qu'on doit certainement, puisque je vois nos ennemis qui, eux, œuvrent énormément, s'engagent énormément, mouillent leurs chemises. Nos ennemis, ils mouillent leurs chemises. Regardez, Von der Leyen, de 800 milliards, elle va balancer pour l'Ukraine. Ces gens-là se réunissent, se côtoient, se font des rituels ensemble, et s'organisent, se congratulent et tout ça. Eux, ils font des choses. Mais nous sommes là à les regarder dans une forme d'expectative et on critique. Et on redoute. Et on essaie par notre inertie, on essaie de freiner un peu le mouvement. Mais tout ce qu'on fait, c'est ça. Mais en réalité, on ne construit rien, on n'organise rien et on ne bâtit rien qui fasse contrepoids à ce projet-là. C'est pour ça que Trump est un homme d'affaires qui est imparfait, mais cette imperfection est extraordinaire parce que c'est grâce à cette imperfection qu'il fait contrepoids à ce projet-là. Et cette imperfection permet de freiner cette dynamique de guerre. C'est-à-dire, on irait tout droit vers la Troisième Guerre mondiale avec les fous qui nous dirigent. Et il faut qu'un être aussi caricatural et imparfait que Trump, il fallait que ce soit un type comme ça qui bloque. Parce que si vous attendez le Messie, il vient pas le Messie arrêter la guerre. Les camps de concentration, il n'y a pas eu de Messie pour aider les Juifs. Leur Messie, il n'est pas venu. Leur Dieu, il n'est pas venu les sauver. Ça prouve que ça marche pas comme ça en tous les cas. Ça veut dire que on doit s'organiser, on doit comprendre qu'on a une responsabilité dans cette dimension. Il n'est même pas exclu que il n'est pas exclu que ce que nous faisons ici n'ait pas un impact sur notre vie future. Il n'est pas exclu que ça ait une résonance ailleurs. J'en sais rien, mais c'est une hypothèse, mais pourquoi pas? Et donc, c'est pas dans l'expectative qu'on va progresser. Il y a un moment donné où il faudra. Mais moi, j'ai mon réseau, j'ai ma chaîne, j'ai les gens qui me rejoignent, mais je me dis, oui, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on aboutisse à quelque chose, que ça se concrétise. C'est vrai que j'ai pas la clé encore. Je tourne autour de ça depuis plus d'1 an. J'en parle occasionnellement, pas toujours. Mais je me dis, non, c'est pas le moment. Parce que les tentatives que j'ai faites, les tentatives, hein, j'en ai fait, hein, dans ce sens-là, n'ont pas abouti. Et c'est vrai, par exemple, j'ai un ami, je lui ai dit, est-ce que tu serais capable qui a des connaissances en ésotérisme, tout ça, qui a vraiment des qualités, qui a vraiment des connaissances dont il pourrait faire profiter.
Alors, je lui ai dit, est-ce que tu serais volontaire pour organiser une conférence ou organiser un programme ou faire quelque chose pour apprendre justement, faire partager tes connaissances, que tu as des vraies connaissances, quoi. Ah non, je peux pas, ça demanderait trop de travail et tout ça, et puis voilà. Donc ça tout de suite, ça... Alors, tout de suite, j'ai vu qu'il n'en était pas question, qu'il n'y a même pas eu une ouverture, style, ah bah oui, ce que tu proposes, ça pourrait être bien pour tes abonnés, qu'on fasse quelque chose, qu'on organise peut-être un séminaire, j'en sais rien. C'était le moyen d'aborder ou de suggérer une manière d'entrer sur un projet concret, matériel. Et je me dis, bah au moins on aura un conférencier avec une thématique, et puis ça sera l'occasion, au moins, de se retrouver, de partager autour d'un thème. C'était un peu mon idée. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Mais même ça ne fonctionne pas. Tout de suite, c'était non, c'est pas possible. Bon. Alors, j'en veux pas, hein, j'en veux pas. D'ailleurs, il va se reconnaître. J'en veux pas, mais ça prouve bien que, oui, ça, on est très, pour l'instant, critiquer, on sait faire. Spéculer, on sait faire. Mais concrétiser, on sait pas faire. Concrétiser quelque chose qui pourrait être positif et qui pourrait faire contrepoids à toute la merde dans laquelle on ne sait pas faire, on ne fait pas. On est tous, pour l'instant, dans une forme de confort encore, parce que si elle passe confort, évidemment, ça changerait les choses. Il y a une espèce de petit confort personnel qui laisse les gens dans une forme d'inertie, et donc on n'a pas les comment dire, cherche, il y a des fois, c'est ça quand on improvise, on cherche les mots, l'aiguillon pour solliciter la réactivité de la bête, quoi, qu'elle bouge. Non, il y a une forme d'inertie. C'est ça que nous sommes nous-mêmes nous sommes un peu là-dedans, une forme d'inertie. Et c'est vrai que les gens sont, waouh, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Alors, moi je vois bien ça, je vois bien l'état dans lequel on est. C'est pour ça les initiatives. Il y a des gens, vous savez, comme le capitaine Juvin Brunet, qui a pris des initiatives et qui a essayé de construire un truc collectif. Un collectif, comme disent les gauchistes, ils aiment bien ce mot-là, collectif. Alors, capitaine Juvin Brunet, que je connais de loin, mais pas assez, je sais pas trop ce qu'il a fait avec son placement d'argent, tout ça, mais on le voit essayer d'aider des gens, des paysans, je sais pas, il a fait une épicerie, je sais pas ce qui est de trucs de proximité, puis il a un truc en Suisse, bon, il est parti dans un truc, je sais pas trop, franchement, ça m'intéresse pas, mais les gens que j'avais vus, qui étaient venus à une de ces réunions, étaient très bien, mais ils étaient un peu là, à douter un petit peu, et ils étaient venus en curieux, mais bon, c'est une manière de se rencontrer les uns les autres, de discuter, d'échanger, ce qui était très bien. Mais il a des tas d'ennuis, Juvin Brunet, il a été en prison, je crois que il est resté longtemps en prison, lui, 6 ou 8 mois. Donc, oui, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour aller en prison? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie pour aller en prison? Parce que quand même, il a fait une erreur. Il a dû faire une connerie, je sais pas. Et en tous les cas, il s'est engagé dans une voie qui était périlleuse. Et est-ce qu'on doit en arriver là? Non. Et puis après, il court après je ne sais quoi. Il est dans sa voiture, il fait des vidéos, il a l'air... évidemment, il est pris, et puis il a ses équipes, il a fait ses comités de salut public, je sais pas quoi, et il a réussi il a un certain charisme, il a une certaine qualité oratoire, il a réussi à convaincre des gens, mais c'est lui seul qui porte ce mouvement, et
il doit être exténué, il doit être fatigué, il doit être éprouvé, et il peut pas sortir de France, il a des contraintes judiciaires, il a des procès au cul, il est convoqué à la police et il fait des gardes à vue. Oh là 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 là, ça aide pas tout ça, ça aide pas. Mais vous me direz, ça fait peur aussi, hein. C'est ça aussi qui fait peur aux gens, parce que les gens ils se disent, oui mais moi j'ai pas envie de m'engager dans un truc qui me mène en galère, j'ai assez de galères dans ma vie, je vais pas en rajouter. Donc il y a aussi ce climat anxiogène créé par des arrestations comme ça aléatoires qu'on voit à droite à gauche, qui font peur aux gens. Alors les gens, ils trouvent que c'est très bien d'avoir quelques martyrs comme ça. Bah oui, ça fait... On regarde les vidéos, bah tiens, lui il a fait une garde à vue, il s'est fait arrêter, il a pris des risques. Alors les gens ils sont contents quand les autres prennent des risques, mais les personnes ne prennent pas de risques. C'est-à-dire que vous en avez un qui prend un risque et puis les autres qui se cachent, qui ont peur. Bah c'est sûr que ça peut pas marcher. Il faut que tout le monde prenne. Si vous avez 1000 ou 10 000 personnes qui prennent un risque, les 10 000 vont pas se retrouver en garde à vue. Ils peuvent pas matériellement. Mais si tu en as un sur 10 000, un seul qui se mouille, évidemment ils vont lui tomber dessus, ils vont faire un exemple, et les autres vont être terrorisés. Donc il faut une véritable solidarité. Il faut vraiment une grande solidarité, et il faut le nombre aussi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'en sort. Sinon on s'en sort pas. Mais moi je parle même pas de révolution. Je parle pas de révolution. Je pense pas qu'il faille une révolution. Pas au sens où on l'entend. Ça aussi, c'est un mythe d'imaginer qu'il suffit qu'on va tous... Alors évidemment, il faudrait une révolution pacifique, c'est-à-dire des grandes manifestations, 1 million, 2 millions de personnes dans la rue. Oui, ça, on voit que ça peut pas marcher non plus. Les gilets jaunes, ça aurait marché sinon. S'il y avait eu 1 million de personnes dans la rue, 1 million de gilets jaunes, bah, le gouvernement, on n'aurait plus Macron au pouvoir, il aurait démissionné. Bon, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas, c'est trop tard. Donc, il faut bien trouver une autre manière. Et je pense pas que la révolution en France, telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire une révolution, mais vraiment violente, puisse aboutir à quelque chose. On va avoir des farfelus qui vont prendre le pouvoir, on va avoir un désordre ça peut se terminer en guerre civile, en règlement de compte. Pas sûr que ce soit la solution. Alors, vous direz, bah quoi faire? Bah oui, mais quoi faire? C'est toute la question. Quoi faire, c'est-à-dire ça veut dire s'organiser autour d'un projet, mais qui soit imparfait. Accepter l'imperfection me semble capital comme point de départ. Si on n'accepte pas alors accepter l'imperfection, ça veut dire accepter notre imperfection pour commencer. Pas l'imperfection des autres, la nôtre. Savoir que nous sommes imparfaits. Et avoir la légèreté et la conscience avoir une forme de recul sur soi, une forme d'autodérision déjà, ça c'est important. De façon à relativiser ce que nous sommes, ne pas nous prendre trop au sérieux. Voir que nous sommes, voilà quoi, nous sommes un peu, voilà, un peu bancal. Voilà, comme ça, imparfait. Et là, quand on accepte notre imperfection, vous savez, c'est un pas énorme. On y va quand même, hein, on fait des trucs avec des gens qui sont imparfaits. Et quand tu acceptes ton imperfection, tu acceptes l'imperfection de l'autre. Et tu n'attends pas tout de l'autre. T'arrêtes d'attendre tout de l'autre. Tu sais que tu es toi-même, tu attends tout de toi plutôt que des autres. Et du coup, les choses peuvent se faire. Mais il faut un déclencheur. Il faut initier. C'est comme un moteur qu'on met en marche au début, qui est froid. Il faut quelque chose il faut faire tourner, vous savez, il faut mettre le chauffage en route, la résistance pour initier le démarrage du moteur. Il y a toujours ce côté d'initier. Et ensuite, les choses se mettent en route, les trucs vont naturellement, et puis
voilà quoi, après les choses s'organisent d'elles-mêmes et on trouve, si vous voulez, dans le panel humain, on sait qu'il y a une multiplicité de talents. C'est-à-dire il y a plein de gens qui ont des talents. Alors vous me direz, François, pourquoi tu parles de ces choses-là? Est-ce que tu y connais quelque chose? Alors je vous répondrai que oui, parce que je l'ai réalisé dans la vie professionnelle. Quand j'ai créé avec un associé une franchise, ça veut dire un concept dans lequel qu'on va vendre à des franchisés et on va donc aider les gens à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire à se mettre à leur compte et à ouvrir un commerce. C'est ce que j'ai fait. Et donc, à cette époque-là, je me suis constitué une équipe, on avait un staff, et on trouve progressivement, autour de soi des qualités disparates, et parce que l'humanité est faite comme ça, c'est-à-dire vous trouvez, par exemple, il vous faut un bon comptable, bon, vous dites, merde, il faut un comptable, ben, un jour vous le trouvez. C'est comme ça. Alors vous en essayez un, tu le vires, ça va pas, t'en reprends un autre, tu le vires. Puis un jour t'en prends un, puis c'est celui qu'il te faut. Il est parfait. Ben, un avocat c'est pareil. On en avait trouvé un, puis un deuxième, puis un troisième. Le troisième était le bon. Voilà, c'est imparfait. On avance dans la perfection. Bon, il a fallu qu'on en prenne. C'est comme le comptable, il a fallu qu'on en prenne un mauvais la première fois et que l'avocat on en prenne un mauvais. On a vu qu'ils étaient mauvais, et puis après, il faut s'en séparer, puis en choisir un autre, et puis on finit par trouver le bon. Parce que il y a une complémentarité qui se fait, et on trouve après, on trouve des responsables de magasins qu'il faut. Puis il y en a qui sont pas, on essaie avec un tel, ça va pas, puis l'autre, ça va mieux. Et on trouve des gens qui ont des qualités particulières pour faire de la pub, d'autres pour faire des formations, d'autres pour ouvrir un magasin, bref, pour lancer un magasin, d'autres pour s'occuper des travaux, d'autres, voilà. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est comme et vous êtes vous le chef d'orchestre, c'est-à-dire vous avez les basses, vous avez les ténors, vous avez les sopranos, vous avez l'orchestre, l'orchestre philharmonique, plusieurs instruments. Et c'est ça la vie, c'est que vous êtes, il faut un chef d'orchestre, mais le chef d'orchestre, c'est le chef d'orchestre. En fait, c'est pas lui qui joue l'instrument, il sait peut-être même pas un chanteur, il sait peut-être pas chanter, mais il organise, il est là il a le talent pour organiser, et ça, c'est ce que c'était mon rôle quand j'ai fait mon entreprise. Et pourtant, j'ai pas une intelligence particulière, dans le commerce, j'ai pas fait d'école de commerce et tout, j'étais séminariste. Mais d'un seul coup, naturellement, les choses se sont mises en place et se sont faites. On a ouvert 50 magasins en 3 ans quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, dont 3 en Suisse. Donc, ce qui veut dire que ça commençait à se développer tout ça. Et j'ai vu les mécanismes. On a l'impression qu'on va affronter, quand on a ce projet en tête, on a l'impression que c'est une montagne, qu'on n'y arrivera jamais. Puis on ouvre un magasin, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis puis on trouve autour de soi, je veux dire, les compétences, les artisans, tout ça. Et on se constitue un réseau qui fonctionne et la chose se développe. Et on fait de l'argent et les gens sont contents et on crée des emplois. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que Trump, en étant lui-même chef d'entreprise et de grosses structures, il comprend comment ça fonctionne et il reproduit ça dans sa vie de politique. Et ça fonctionne aussi. Il s'est trouvé des compétences. Au début, il s'est trompé. Il s'est trompé sur les gens à qui il devait faire confiance, tout ça. On passe par l'échec. Là, le deuxième mandat, il va être super parce que justement, il a compris qu'il fallait rectifier le tir. Il a trouvé les gens compétents. Voilà, Elon Musk, Kennedy, machin. Alors là. Bonjour. Donc voilà, pour résumer, ce soir, on va avoir un discours de Trump qui va être intéressant. Je crois qu'il va renverser la table.
Et puis nous, ben voilà, c'est autour de ça qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on pense à ce qu'on pourrait faire. Alors, je parle pas de révolution, je parle pas de pas de parti politique, pas tout ça, j'exclus tout ça. Mais quelque chose qui soit comme une encre dans un monde ballotté par des événements qui sont contrariants. Voilà. Moi, si j'avais un symbole particulier qui pourrait correspondre à ce projet, ce serait une encre. Ça serait, et c'est un symbole très fort. Pensez-y, partagez, réfléchissez aussi à vous. Voyez si certains ont des moyens particuliers de réaliser. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des moyens financiers importants. Ça peut aider aussi. Quand on n'a pas de sous, c'est pas évident d'avancer. Parce que quand il y en a qui arrivent, qui ont des moyens financiers importants et qui sont proches de la mort, bah, au lieu de le donner à l'État, il y a peut-être des choses à faire. Hein. Ça serait un peu ridicule de perdre cet argent-là afin de financer un État qui est glouton. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis bonne soirée.